Bonjour à toutes et tous. Voilà encore un midi de l'IREMO dans l'esprit dont on parlait la dernière fois avec Manon Nourtanous, c'est-à-dire d'avoir ici des chercheurs chevronnés qui travaillent depuis 20, 30 ou 40 ans, et puis des jeunes chercheurs. Et c'est le cas avec Clément Terme, on peut encore dire jeune, hein, ouais, presque. Voilà, on est dans une situation qui peut se produire, c'est-à-dire que l'actualité va tellement vite qu'elle dépasse un peu le thème que nous avions prévu pour ce midi consacré à l'Iran et qui portait, c'est son titre, sur le mouvement de contestation sociale. Alors c'est évidemment un des éléments qui met l'Iran au cœur de l'actualité, ce mouvement social, on peut dire un mouvement des oubliés, peut-être, qui a secoué l'Iran de la fin décembre jusqu'à pendant 3 semaines, disons, en janvier. Et qui est certainement une lame de fond importante, la première depuis 2009, qui a, comme tous les mouvements, j'imagine, sociaux ou que ce soit, d'ailleurs pas seulement en Iran, à la fois une dimension économique et sociale et aussi une dimension politique par rapport au régime et à une exigence de liberté telle qu'elle peut se manifester. Mais l'Iran est aussi au cœur de l'actualité en raison de l'escalade israélienne des derniers jours. Comme vous le savez, les avions israéliens ont frappé non plus seulement les ravitaillements en armes du Hezbollah, comme ils le faisaient depuis le début et même avant la guerre civile syrienne, mais aussi des cibles du régime syrien et de ses alliés, en premier lieu du Hezbollah, de l'Iran, pardon. On peut même se demander, quand on écoute Netanyahou et on écoute Trump, si la nouvelle stratégie mise en œuvre d'alliance de l'ensemble du monde arabe dit sunnite, parce que je ne crois pas qu'il se caractérise uniquement par le fait d'être sunnite, avec Israël et avec les États-Unis contre l'Iran, on peut se demander si cette stratégie n'est pas en train de prendre corps. Parce qu'après tout, quand on regarde le climat politique international, on s'aperçoit que l'atmosphère qui prévalait autour de l'accord sur le nucléaire iranien, qui avait permis quand même un apaisement régional non négligeable, même si les sanctions américaines persistaient, cette atmosphère est visiblement en train de se dissiper au profit d'une atmosphère beaucoup plus belliciste. Donc j'ai suggéré à Clément que nous traitions, lui dans son introduction et ensuite dans la réponse à vos questions, si vous en avez là-dessus, les deux dimensions de cette actualité iranienne, d'autant que, de toute évidence, elles sont quand même liées. Parce que s'il est vrai que l'Iran est très présent aujourd'hui en Syrie et par son alliance avec le Hezbollah, cette présence a un coût. Et un coût qui joue aussi sur l'économie iranienne, de même que les sanctions américaines jouent de toute évidence sur l'économie iranienne. Alors on a un jeune chercheur, mais tout à fait à même ici de nous éclairer sur tous ces domaines. Clément est docteur en histoire internationale, spécialiste de l'Iran, où il a vécu longtemps, il faut le dire, chercheur à l'International Institute for Strategic Studies. Il a été aussi auparavant assistant d'enseignement à l'Institut des hautes études internationales et du développement de Genève et chercheur à l'Institut français de recherche en Iran à Téhéran. Il est l'auteur de beaucoup d'articles que vous trouverez sans mal sur Google et d'un livre publié au PUF en 2012 qui s'appelait Les relations entre Téhéran et Moscou depuis 1979. Donc, Clément connaît la règle du jeu des midis de l'IREMO, donc tu as 20, 25, 30 minutes pour introduire tout ça, et puis ensuite tu seras placé sur le grill
nos amis qui pourront t'interpeller, te critiquer, t'applaudir, et en tout cas te poser beaucoup de questions et formuler beaucoup d'opinions qui animeront le débat. Voilà, je te passe la parole. Merci beaucoup Dominique pour l'introduction et merci à Jean-Paul Chagnolot d'avoir créé l'IREMO, parce que je pense que c'est un lieu de dialogue important sur le Moyen-Orient à Paris. Et je pense que le sujet d'aujourd'hui fait bien le lien entre à la fois la situation globale au Moyen-Orient et les crises que l'on voit, et sur le plan interne, les problématiques de l'émergence en fait d'un pays comme l'Iran, qui, depuis 39 ans, depuis la révolution iranienne, finalement, n'arrive pas à devenir un véritable pays émergent. Et je pense que les manifestations en Iran sont d'abord sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'il y a une envie, je pense, par le bas, à la fois des classes populaires et des classes moyennes, donc ce n'est pas qu'une question de classe sociale, de voir une réalisation finalement du rêve nationaliste iranien. Et je pense que même si parfois la République islamique représente le nationalisme iranien du fait que c'est l'État finalement iranien qui est très ancien, et elle est le représentant actuel, la population souhaiterait peut-être que la priorité soit plus donnée sur les questions économiques. Donc il y a ce débat-là, on l'a vu dans les slogans. La question qui se pose, c'est que comme l'Iran est un État pétrolier, avec des revenus quand même de plusieurs dizaines de milliards de dollars chaque année, il y a la question de la justice sociale et de la rente. Donc le guide suprême a dit qu'il présentait ses excuses, le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, puisqu'il a dit que finalement, la question de la justice sociale n'avait pas été assez défendue par les élites politiques de la République islamique. Donc il y a eu ce mea culpa qui est arrivé quand même plusieurs semaines après les grandes manifestations, même si le mouvement continue, hein, mais de manière sporadique. Hier encore, il y a eu 300 arrestations de soufis gonabadi, donc il y a encore des affrontements avec la police. Il y a eu 3 policiers qui sont morts et 2 Bassidj. Donc ça, c'était hier soir à Téhéran. Donc il y a encore des foyers de mécontentement. Alors, est-ce que la question qu'on peut se poser, c'est la même question qu'on se posait en 2009 finalement? Est-ce qu'après le retour à l'ordre, la victoire finalement de la répression et le rétablissement du contrôle de l'État dans l'espace public, est-ce que la peur finalement du chaos est plus forte que la peur du changement? Donc c'est vraiment le débat actuel en Iran, c'est ça. Est-ce que ce système peut être réformé ou est-ce qu'il faut une nouvelle révolution? Donc c'est vraiment la grande question. Donc le vice-président Jahangiri a déclaré que la réforme était possible au Financial Times. Donc ça, c'est un message fort qui est envoyé aux Européens pour leur dire qu'il faut investir en Iran, il faut des liens économiques avec l'Occident. Ça, c'est le versant pragmatique. Le problème, c'est qu'il y a des intérêts rentiers qui se sont institutionnalisés depuis 39 ans et qui se sont adaptés au contexte. Donc à la fois les sanctions économiques et le fait qu'il y a quand même une rente pétrolière de plusieurs dizaines de milliards de dollars chaque année à se partager. Donc là, il y a des dynamiques contraires, donc il y a une inertie, si vous voulez, dans le système. Donc c'est vrai que moi, je suis l'élève du professeur Jalili, qui est venu ici dans un midi de l'IREMO, et qui avait écrit en 2001 L'illusion réformiste. Donc c'est vrai qu'il y a ce débat qui existe entre les chercheurs et les iranologues. Est-ce qu'on peut réformer un système politique comme celui de la République islamique? Il n'y a pas de réponse tranchée, parce que finalement, on parlait du lien entre la politique régionale et la situation économique du pays. Ces manifestations, paradoxalement, pourraient conduire aussi à une évolution. Parce que si le système est menacé, finalement, dans sa survie, est-ce qu'il ne serait pas prêt à revenir sur des questions qui semblent indépassables aujourd'hui du point de vue des écrits et de l'héritage intellectuel de l'ayatollah Khomeini? Je pense que oui, il est possible qu'il y ait un changement aussi dans ce domaine, parce que je pense que la présence régionale de l'Iran fait débat dans la région. Donc ça, on le sait, puisqu'on a donc les médias en arabe ou la presse israélienne qui nous donnent les points de vue des États voisins sur l'Iran. Mais ce qui est intéressant et ce qui est apparu avec ces manifestations, c'est qu'il y a aussi un débat en Iran. Et il y avait ce débat, d'ailleurs, lors de la réélection de Rouhani au printemps dernier, donc au printemps 2017,
il y a un étudiant qui a parlé et qui a dit voilà, il faut cesser d'intervenir pour soutenir Bachar el-Assad en Syrie, etc. Donc il y a eu des expressions nouvelles et le président aussi a dit, le président Rouhani, que la priorité serait donnée à la levée des sanctions non nucléaires. Donc c'est là où c'est complexe, c'est-à-dire qu'il y a des sanctions qui sont liées au programme nucléaire iranien et d'autres sanctions qui sont liées à ce qu'on appelle les droits de l'homme ou la politique régionale. Et donc là, l'échec, si vous voulez, entre guillemets, économique, le fait est que le président Rouhani ait survendu l'accord sur le nucléaire à la population iranienne et qu'il y avait des attentes d'une amélioration rapide de la situation économique, est lié à des problèmes structurels qui vont au-delà de l'accord sur le nucléaire. Et donc, en fait, je pense qu'il y avait un pari du côté occidental, avec le président Obama, de créer des relations économiques pour faire changer l'Iran. Au lieu de sanctionner l'Iran pour le faire changer, ce qu'on appelait à l'époque de Bush la politique de la carotte et du bâton, la stratégie américaine est devenue finalement, à travers des coopérations économiques, de parvenir à une évolution en douceur. Mais de l'autre côté, il y a, je pense, du côté notamment des institutions non élues de la République islamique, une volonté de certes permettre l'arrivée des investissements étrangers, mais de les contrôler. Donc, même si la relation avec l'étranger, et ça c'est nouveau, et notamment avec l'étranger occidental, est maintenant acceptée, je pense, au sein des élites politiques de la République islamique, la nature de cette relation fait débat. Et je pense que la population veut aller plus loin. C'est-à-dire qu'il y a une préférence, je pense, en Iran ou dans la société, pour des coopérations économiques avec l'Occident, alors que l'Iran a connu un pivot vers l'Asie vers 2005. Maintenant, sur le débat, est-ce que ces manifestations étaient politiques ou économiques? Je pense qu'elles sont éminemment politiques, parce que ce sont des manifestations dont on parle, hein, donc fin décembre, début janvier, il y a eu, il faut le dire, il y a eu deux types de manifestations. Il y a eu les manifestations non autorisées, donc c'est des manifestations de mécontentement, donc avec des slogans hostiles à la République islamique. Donc là, il n'y a pas vraiment de débat, il suffit de traduire les slogans pour comprendre. Pas seulement à Téhéran, hein. Oui, surtout même dans les provinces, dans les petites villes, etc. Donc c'est l'Iran d'en bas, si vous voulez. Là, il y a eu un mécontentement qui existait déjà, qui s'exprimait dans la sphère privée et qui, pour la première fois, au niveau de la clarté des slogans, s'est exprimé dans l'espace public. Et c'était illégal. Donc une manifestation illégale est forcément politique, parce que le citoyen qui manifeste va prendre un risque en manifestant. De l'autre côté, il y a eu des manifestations officielles, donc ce qu'on appelle rapidement, hein, parce que c'est impropre, les clientèles du régime, donc les soutiens, les fonctionnaires ou les partisans tout simplement de la République islamique. Donc il y avait cette alternance de manifestations. Mais je ne pense pas que la dimension politique puisse être discutée. Ce qui est intéressant, c'est les motifs. Quelles sont les causes du mécontentement? Et là, c'est vrai que les causes sont économiques, puisque depuis 10 ans, les Iraniens ont perdu 15% de pouvoir d'achat. Donc c'est considérable dans un pays qui est toujours pas émergent. Donc c'est une situation qui est difficile à supporter pour la population en raison du potentiel et des richesses du pays. Donc c'est ça, je pense, qui développe le sentiment d'injustice en Iran. C'est l'écart entre les potentialités et la réalisation. Donc c'est vraiment un pays d'avenir, l'Iran, mais qui souvent reste d'avenir, si vous voulez. À l'époque de Ratami, dans les années 90, plusieurs collègues, au début des années 2000, ont écrit des articles, ça s'appelait « Quand l'Iran s'éveillera ». Vous avez la même chose de nouveau en 2013, etc. Et à chaque fois, on a l'impression que ce sont des cycles avec des déceptions, etc. Et il faut ajouter à cela la catastrophe environnementale. Donc les constructions de barrages, le stress hydrique. Sur 24 zones humides en Iran, un tiers sont en situation de stress hydrique. Donc ça veut dire assèchement de lacs, et pour la diversité biologique, etc. Ce sont des problèmes considérables pour l'agriculture. Donc là aussi, la stratégie d'autosuffisance, la stratégie qui a été suivie dans le domaine économique, avec une agriculture intensive, a produit des catastrophes. Donc il faut voir l'ensemble des mécontentements. Et on voit ces dernières semaines, ces derniers jours, où il y a des militants écologistes qui ont été accusés d'espionnage. Donc là, c'est nouveau aussi. Donc la nature de la manifestation et des mécontentements exprimés dans l'espace public
sont dans la continuité de mouvements sporadiques qu'il y avait de ces dernières années. Donc il y avait des grèves, des mécontentements pour l'environnement, le droit du travail. Il y avait toute une série de mécontentements, mais qui se sont réunis et qui ont provoqué des manifestations à l'échelle du pays. C'est ça aussi qui était nouveau. Et la réponse est nouvelle, donc puisque les revendications sont nouvelles. Mais je pense que ce débat au sein des élites politiques de la République islamique existe, à savoir, est-ce que d'accuser systématiquement les agents de l'étranger ou les Iraniens activistes de travailler pour un gouvernement étranger est une réponse pertinente? Est-ce qu'il ne faut pas développer de l'autocritique et, disons, essayer d'améliorer le système de l'intérieur? Le guide a dit qu'on pouvait le critiquer, récemment il a dit, mais que ce qui comptait, c'est la loyauté. Donc c'est tout le débat, est-ce qu'on peut critiquer en étant loyal? Donc ça, c'est une question qui va se poser pour les élites politiques de la République islamique. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est l'évolution socioculturelle du pays, finalement, avec une montée de l'individualisme et le fait que les citoyens réclament leurs droits. C'est ça qui, même si ce sont de droits économiques, souvent, mais c'est cette prise de conscience générale. Et c'est aussi lié au fait qu'il y a un système éducatif qui est très développé, etc. Donc il y a une conscience des problèmes. Et je pense que la réponse politique n'est pas forcément à la hauteur de la prise de conscience par la population, à la fois des problèmes environnementaux, des problèmes de corruption, des problèmes économiques. Ensuite, peut-être rapidement sur la politique régionale. Donc, il y a cette présence alors qui fait débat. Voilà. Donc, d'un côté, on a le discours officiel donc de l'Iran qui dit que la situation, les problèmes de la région sont liés à la fois aux erreurs de l'Occident et aux erreurs des États clients des États-Unis dans la région. Donc, à savoir les erreurs de Bush, la guerre par exemple d'Irak de 2003, ou la guerre saoudienne au Yémen. Donc, ils pointent la responsabilité sur à la fois les rivaux régionaux et les acteurs externes à la zone. Mais ils omettent, par exemple, de parler de l'intervention militaire russe en Syrie en 2015, qui n'est jamais mentionné comme un facteur, par exemple, d'instabilité régionale. Donc là aussi, il y a une contradiction dans le discours iranien. Et de l'autre côté, il y a le discours de l'Occident et des voisins de l'Iran et d'Israël qui se rejoignent de plus en plus et qui dit que finalement, du fait du parallélisme des institutions dans la République islamique, discuter avec le président Rouhani ou avec le ministre des Affaires étrangères ne fait pas sens, parce que ce n'est pas eux qui décident en Iran, ce sont les gardiens de la révolution et le guide. Et donc, même quand il y a un appel au dialogue, il n'est pas sincère et ça ne sert à rien d'ouvrir ce dialogue, puisque finalement, notre interlocuteur n'est pas le décideur. Donc, c'est un peu ce que Henry Kissinger avait résumé d'une phrase: l'Iran doit choisir entre être un État-nation ou être une cause révolutionnaire. Alors, l'autre aspect aussi, c'est lié au fait que l'Iran est un régime en partie théocratique et que le guide suprême Ali Khamenei est à la fois une figure politique, donc le chef de l'État de l'Iran, et une figure religieuse, un grand ayatollah. Donc une autre accusation qu'on attend dans le monde arabe notamment, ou même en Asie du Sud-Ouest, au Pakistan ou en Afghanistan, c'est que la relation religieuse finalement entre le croyant chiite et le guide suprême iranien prime sur la relation interétatique entre les deux États. Et de ce fait, il y aurait une ingérence de l'Iran dans les affaires internes du pays, du fait de la double nature finalement du pouvoir en Iran. Du point de vue d'Israël, l'Iran est instrumentalisé comme menace existentielle aussi pour ne pas résoudre la question palestinienne, mais il y a aussi dans les milices chiites ou dans les mouvements islamistes chiites soutenus par l'Iran une dimension antisioniste. Alors après, je ne me permettrai pas de rentrer dans ce débat avec toi sur est-ce que c'est aussi antisémite ou pas. Mais en tout cas, il y a une perception de la part d'Israël d'une menace existentielle pour sa sécurité liée à la nature de l'influence régionale de l'Iran. Et là, on voit que finalement, le discours israélien et le discours saoudien demandent des deux côtés une réforme ou une évolution du système politique en Iran pour une intégration harmonieuse. Mais il y a quand même des différences et il faut aussi noter que les médias du Qatar et de l'Iran
insiste très lourdement sur ce rapprochement. Donc à des fins aussi de propagande politique. Donc il faut vraiment faire attention, je pense, dans la région au discours de chacun des acteurs et garder une certaine distance vis-à-vis de tous ces discours. Mais ce qui est vraiment apparu comme nouveau, je pense, encore une fois, à la suite de ces manifestations, c'est qu'il y avait une envie de normalisation à l'intérieur de l'Iran. Et le problème, c'est que cette manifestation populaire intervient au moment où, aux États-Unis, il y a un président américain, le président Trump, qui, lui, souhaite mettre en place une politique de changement de régime. Et le risque est finalement que cette nouvelle politique américaine affaiblisse les acteurs ou les activistes à l'intérieur de l'Iran, puisqu'ils vont être systématiquement accusés de travailler pour une puissance hostile à l'Iran. Donc voilà, je vais m'arrêter là et je te remercie par avance pour tes questions. Non, non, c'est surtout nos amis qui vont poser des questions, mais avant de leur passer la parole, il y a quand même une chose j'aimerais bien que tu clarifies parce que c'est très important. Nous avons fait, vous savez que l'IREMO fait des conférences, des rencontres publiques, mais fait aussi des séminaires privés, internes, qui permettent à des chercheurs d'échanger leurs opinions sans être sous votre regard. Et on a fait plusieurs fois des séminaires sur la politique américaine. Et le dernier que nous avons fait a vu les deux chercheurs qui étaient un peu confrontés, enfin en fait ils étaient assez d'accord sur l'analyse de l'administration Trump et de sa politique. Tous les deux considéraient qu'il n'était pas du tout exclu qu'il y ait une guerre américaine contre l'Iran. Que la stratégie mise en place d'alliance entre l'Arabie saoudite et ses clients Israël et les États-Unis contre l'Iran de manière explicite, que cette alliance puisse prendre corps, y compris pas seulement dans du régime change, disons, à l'ukrainienne, mais dans une guerre à proprement parler. Et nos deux amis, Philippe Golub et Sylvain Sipel, pour les nommer, insistaient sur le fait qu'il y avait une continuité là. C'était pas Trump imprévisible, Trump psychiatrique, enfin comme tout ce qu'on peut raconter sur Trump, mais une continuité de la politique américaine vis-à-vis de l'Iran, à l'exception notable d'Obama et de l'effort qu'il avait fait pour obtenir l'accord sur le nucléaire iranien. Et la question que je voulais te poser, c'est est-ce qu'il y a, à ton avis, une conscience réelle à la direction du pays, que ce soit du côté du guide suprême, que ce soit du côté de la présidence, du risque qui existe, avec donc tout ce que la présence iranienne, on parle un peu jargon là, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des soldats iraniens ou des pasdaran en nombre important en Syrie, très actifs sur le terrain, plus que les Russes qui, eux, sont dans les airs, pour l'essentiel, qu'il y ait le Hezbollah, dont on sait les liens qu'il ne dissimule pas d'ailleurs avec l'Iran, est-ce que tout ça n'est pas de nature à être instrumentalisé ? Et je ne parle pas des aspects de politique intérieure israélienne auxquels moi je suis personnellement très attentif. Je pense que l'intérêt de Netanyahou pour sauver son poste, c'est aussi de créer une situation de tension, voire pire que de tension. Parce qu'évidemment, on s'occupera moins de ses affaires de corruption et des affaires de corruption de sa femme. Malheureusement, la politique internationale se fait aussi en fonction d'intérêts privés, très très privés en l'occurrence, qui sont ceux de la famille Netanyahou. Est-ce qu'il y a une conscience de ce risque et comment est-ce qu'à Téhéran, on imagine faire face à ce danger, s'il est réel? Alors, depuis l'élection de Trump, on a observé deux évolutions dans la stratégie iranienne. D'ailleurs, le premier point, c'est qu'il n'y a plus du tout de point de non-respect, par exemple, même de détails de l'accord sur le nucléaire iranien. Donc il y a vraiment une volonté de respecter scrupuleusement l'accord pour ne pas donner prétexte aux autres parties en fait, de dire que l'Iran ne respecte pas sa parole. Donc ça, c'est un point qui est important et qui est nouveau. Et le deuxième point, c'est que dans le Golfe Persique, il y a apparemment, selon les déclarations des autorités militaires américaines,
il n'y aurait plus de harcèlement des forces maritimes, des gardiens de la Révolution vis-à-vis des bateaux américains qui transitent dans le Golfe. Donc ça voudrait dire qu'il y a une conscience, c'est-à-dire qu'il ne faut pas donner de prétexte à des hommes politiques américains ou au Congrès aussi, parce que c'est pas du tout, comme tu l'as dit, c'est ce qu'on appelle une hostilité institutionnalisée, hein, des deux côtés d'ailleurs, hein, pas du côté américain. Le guide suprême, qui aujourd'hui accuse les Américains de revenir sur la parole et sur l'accord, il a lui-même tout fait pour limiter le rapprochement que le président Rouhani voulait plus profond avec les États-Unis, et notamment avec le retour qui a été évoqué à un moment des entreprises américaines en Iran sur le marché iranien, qui aurait été un élément dans un système libéral d'apaisement entre les pays. Donc ça, c'est les conservateurs iraniens qui ont tout fait pour l'empêcher. Et aujourd'hui, bien sûr, ils accusent Rouhani d'avoir échoué. Mais ils sont aussi, par leur blocage, responsables. Donc il faut bien voir que des deux côtés, il est plus facile de continuer à s'opposer que finalement de créer une situation complètement nouvelle qui menace les intérêts établis. Donc il y a une habitude de la confrontation. Il faudrait vraiment qu'il y ait une réévaluation complète pour qu'il y ait vraiment un dialogue et un rapprochement sincère entre les États-Unis et l'Iran. Mais je pense que des deux côtés, il y a vraiment un discours de diabolisation de l'autre. Et c'est vrai que si on suit les déclarations rhétoriques, on peut imaginer une confrontation, mais c'est ni l'intérêt de l'Iran ni l'intérêt des États-Unis, puisqu'ils ont retenu quand même les leçons des guerres d'Afghanistan de 2001 et des guerres d'Irak de 2003. Ils sont toujours quand même présents dans des pays voisins de l'Iran. Donc ils sont devenus, moi je dis toujours que l'Iran et les États-Unis sont devenus des pays voisins en 2001 et en 2003. Et donc ça, c'est important. Ça fait qu'il y a une connaissance quand même qui s'est développée entre les deux parties. Par contre, est-ce que la question qui me paraît plus intéressante, c'est est-ce que l'Europe peut jouer un rôle entre les États-Unis et l'Iran? Alors bien sûr, les soutiens du président Rouhani essayent de donner un rôle au président Macron, à l'Europe, pour affaiblir l'Occident, diviser l'Europe et les États-Unis. Bon, c'est une stratégie ancienne qui date de l'époque des années 90, donc c'est rien de nouveau de la part de cette faction en Iran. Mais en général, ça échoue tout simplement parce que quand il y a un choix stratégique à faire d'un point de vue d'un pays, une puissance moyenne comme la France, entre les États-Unis et le marché iranien, il est évident que ce pays va choisir l'alliance avec les États-Unis en cas de pression ou de menace sur la coopération transatlantique. Donc je ne vois pas l'Iran, surtout après les manifestations et du fait de la contestation aussi qui existe dans la région contre l'Iran et d'évolution vers une autonomie complète de l'Europe. Après, ça ne veut pas dire que les coopérations économiques vont s'interrompre en cas de changement américain. Mais je pense que les pays européens ont les mêmes alliés que les États-Unis dans la région, c'est-à-dire Israël, l'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats arabes unis, etc. Et donc, je pense que pour que cette stratégie fonctionne, le président Rouhani devrait déjà être capable de régler ses problèmes avec les pays voisins. Ce serait un premier point important pour après amener les Européens. Mais le fait que l'Iran est dans une forme de déni finalement, ils accusent les Américains, etc., d'avoir manipulé les Émiratiens ou les Saoudiens. Je crois que tout simplement, il y a une peur vis-à-vis de cette puissance iranienne. C'est un pays important, avec des ressources quand même importantes, et qui suscite une méfiance dans les pays voisins. Et ce n'est pas l'Occident qui a inventé cette méfiance. Et donc c'est là que se trouve, à mon avis, le principal frein à la réintégration de l'Iran dans la communauté internationale. Juste pour te relancer, je connais infiniment moins bien que toi, infiniment moins bien l'Iran, mais j'ai l'impression qu'on est un peu plus avancé vers la guerre que tu ne le dis. D'abord, il y a les politiques affirmées, les stratégies affirmées. Mais il y a aussi les rumeurs. Alors, les rumeurs sont par définition invérifiables. Mais enfin, on nous dit, de bonnes sources, qu'il y a des troupes américaines en Iran. Oui, qu'il y a des troupes américaines dans un certain nombre de provinces qui participent. C'est une information que la presse américaine a prise au sérieux, qui ne sait pas des sites internet quelconques.
Deuxièmement, il y a là aussi des rumeurs sur le fait, dont la presse israélienne évidemment s'est fait l'écho, sur la construction d'une base solide, en dur, je veux dire, iranienne, en Syrie, qui plus est à une distance qui n'est pas très importante du Golan. Donc voilà, c'est des rumeurs invérifiables par définition, mais si ces rumeurs sont exactes, c'est quand même des éléments qui méritent réflexion. J'ajoute à ça que toute opération militaire mal maîtrisée peut amener des éléments d'escalade. Par exemple, pour la première fois depuis 1982, un avion israélien a été abattu par la défense syrienne, nous dit-on, ou par d'autres missiles, mais en tout cas, il a été abattu. Ça, c'est pas une rumeur, c'est un fait qui a marqué évidemment en Israël. Donc, j'ai l'impression qu'on est un peu plus avancé dans la voie d'une confrontation que tu ne sembles le penser. En fait, je pense rien, je veux dire, parce que c'est imprévisible dans la région. Donc, c'est vraiment une région, ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas. Je dirais franchement, prévoir l'avenir d'une guerre dans la région, non, parce que par exemple, la guerre de 2006, auquel tu penses en évoquant cet avion, ou la possibilité que par exemple le pilote israélien aurait été pris en otage par le Hezbollah. Donc, j'ai lu ces scénarios dans la presse israélienne qui pourraient déclencher un conflit par un acte isolé ou local. Voilà, mais j'ai lu des analyses qui allaient dans ce sens pour dire, voilà, si... moi, je pense qu'il faut rester très prudent et que, objectivement, pour l'instant, j'ai jamais entendu parler de soldats américains en Iran. Je pense que les frontières sont bien gardées. Bon, qu'il y ait des activités de renseignement, etc. Je pense que tous les États le font, mais ça, c'est rien de nouveau. Ça dépend comment on caractérise une situation. Peut-être dans une phase d'escalade des tensions, on va donner, disons, une importance à des phénomènes habituels qui n'est pas en relation avec la réalité de la présence américaine. Bien sûr qu'autour de l'Iran, on sait grâce à Wikileaks qu'il y a ce qu'on appelle dans chaque ambassade des États-Unis des Iran Watchers. Donc il y a un diplomate américain dont la fonction est de se focaliser que sur l'Iran. Donc ça, c'est un fait, parce qu'ils n'ont pas de présence diplomatique en Iran. Donc ça, c'est vrai que ça augmente le risque. Cette méconnaissance des États-Unis de l'Iran est un facteur de risque, c'est évident. Maintenant, je pense que les Français, les Allemands et les Anglais qui sont présents en Iran, quand même, communiquent beaucoup sur le sujet iranien avec Washington et jouent leur rôle, finalement, de donner les informations, d'informer sur la réalité de la situation sur le terrain. Donc, je pense qu'il ne faut pas exagérer les risques non plus de confrontation. Surtout qu'aujourd'hui, je pense qu'en Iran, ce n'est pas vraiment le sujet. Les gens sont surtout en demande d'une amélioration de leur vie quotidienne, lutte contre la corruption, etc. Il y a beaucoup, disons, d'échappatoires. Ces rumeurs jouent aussi un rôle pour faire oublier les problèmes du quotidien et dire ça pourrait être pire. Donc il y avait cette idée aussi après les manifestations en Iran que le pire, ça serait que l'Iran devienne la Syrie, etc. Le hashtag a eu beaucoup de succès, l'Iran ne sera pas la Syrie, etc. Donc il y a aussi toutes ces accusations qui sont liées à la stratégie américaine donc de régime change, donc de projet de balkanisation de la région. Donc souvent on cite le soutien américain aux Kurdes, ou les Français par exemple, qui jouent parfois, moins avec le président Macron me semble-t-il, la carte kurde. Donc ça existe dans la région, donc ces perceptions, ces théories du complot, etc. Mais je pense que même si la Syrie aujourd'hui est balkanisée, que l'Irak également, donc qui leur donne quand même du crédit à ces théories, et je pense que l'Iran, la population n'ira pas dans cette direction parce que le nationalisme au sein de la population, pas de la République islamique, transcende les divergences ethniques. Et donc tous les projets, c'était l'URSS qui faisait ça. Parce que, comme tu le sais, j'ai fait ma thèse en histoire sur Moscou et Téhéran. Jusqu'en 1983, donc les soviétiques étaient tentés par ce soutien aux minorités en Iran. Et après la répression donc, du Toudé, des communistes iraniens et de la gauche, les soviétiques ont abandonné cette stratégie. Donc
de propagande, d'influence qu'il y avait sous le régime du Shah d'Iran. Donc là, on était à front renversé. On avait les États-Unis qui soutenaient le régime autoritaire du Shah d'Iran et les Soviétiques qui soutenaient la démocratie, la gauche, les mouvements révolutionnaires à l'intérieur de l'Iran. Aujourd'hui, vous avez la Russie qui soutient le régime autoritaire iranien et les États-Unis qui jouent la carte du soutien aux minorités ethniques, soutien aussi à l'égalité homme-femme. Donc on voit avec ces mouvements de droits civiques. Mais non, il faut faire attention à ces rumeurs de guerre, parce qu'il faut toujours les mettre en relation avec les mécontentements locaux et la situation locale. Mais Trump est très préoccupé par les droits humains. C'est connu. Nikki Haley a fait un discours aux Nations Unies qui est fondé sur les slogans des manifestants en Iran. Sentiment qu'elle a manifesté à l'égard du peuple palestinien avec beaucoup de ferveur. C'est à vous. Oui. Tu as oublié de rappeler qu'il y avait eu une république soviétique en Iran, Oui, c'est pour ça. dans l'immédiate après-guerre. Hein. Donc c'est une vieille affaire que le jeu soviétique à l'époque. À qui vous attendez juste d'avoir le micro parce que sinon on ne vous entendra pas dans la vidéo. Non, il y a juste une actualité qui n'a pas été évoquée. C'est une activité d'ordre sociétal. C'est ce qui est rapporté par la presse d'un certain nombre de foulards qui seraient enlevés. Il se trouve que j'étais en Iran au mois d'octobre et en se promenant dans les centres-villes, on voyait que certaines jeunes femmes ou certaines jeunes filles, dans le centre-ville, il suffisait de pas grand-chose. Les 3/4 ou les 4/5 de la tête étaient déjà découverts pour que le foulard finisse par s'envoler. Alors, quelle est la réalité de tout ça? Alors, l'importance, quand même, si c'est vrai, c'est qu'on avait dit que 2009, c'était la révolte des classes moyennes et que cette fois-ci, c'était la révolte des classes populaires. S'il y avait les deux, ça commencerait à prendre une importance un peu plus grande. Je signale juste, parce que ça va dans le sens de monsieur, que Mediapart a fait un très beau débat sur l'Iran il y a quelques temps, qui était d'ailleurs animé, je crois, par Jean-Pierre Perrin, que j'ai vu. Voilà, je te vois. Et Azadekian disait c'est la révolte des oubliés. Voilà, elle avait insisté sur cette formule. Bon, c'est une formule, évidemment, mais elle donne l'idée d'un mouvement très grassroots, très populaire, quoi. D'autres questions, oui? Je vous en prie. Merci. Est-ce qu'on m'entend là? Oui, très bien. Bonjour, j'ai deux questions sur les deux thèmes que vous avez évoqués. Premièrement, sur les origines du mouvement social. Il y a bien sûr le discours habituel du régime qui dit que ça vient d'étrangers, qui n'est pas crédible. Il y a eu une nouveauté, c'était le discours d'un dirigeant du système, en l'occurrence le président, qui a dit qu'il faut écouter le peuple, ça vient de la société, etc. Ça, c'est nouveau. Ça, on n'avait pas entendu ni Khatami, ni Rafsanjani. Mais il y a une troisième idée, juste au début, j'ai entendu parler, j'y ai pensé même, qui disait que c'est le clan adverse qui commence à savonner un peu le terrain, à créer des émeutes. Alors, pourquoi ça pourrait être crédible? C'est là où c'est ma question, parce que autant le mouvement de 2009 avait un motif, on savait que c'était la fraude électorale. Ici, il y a le mécontentement qui a toujours existé dans la société. Et le fait que ça soit si spontané a fait penser, aux journalistes peut-être, mais aussi aux autres, aux gens qui connaissent un peu l'Iran et qui réfléchissent, qu'il y avait peut-être, ça commençait à Mashhad, où l'adversaire malheureux du président était là. Et quel est votre avis sur ces troisième aspect éventuel de l'origine des émeutes? Et puis ma deuxième question concerne justement l'Israël. On sait très bien que ça fait 40 ans que le régime israélien menace d'attaquer, etc. Et même à l'apogée, c'est-à-dire à l'époque de Ahmadinejad, où il y avait vraiment des menaces de tirs israéliens, c'est l'état-major même de l'Israël, l'état-major de l'armée qui avait dissuadé Netanyahu en disant, écoute, c'est pas comme l'histoire de bombardement de centrales de l'Irak, l'Iran n'est pas l'Irak, l'Iran n'est pas l'Afghanistan, on peut pas s'amuser avec ça. Alors maintenant, effectivement, il y a Trump, il y a
les Saoudiens qui commencent à se faire pousser des ailes. Mais il ne faut pas oublier quand même que le Conseil de coopération de Golfe est divisé. Donc tout le monde n'est pas du côté des Saoudiens. Et ma question est, est-ce que le fait que Netanyahou vient montrer ce petit bout d'avion tombé ne ressemble pas à des gesticulations entre M. Trump et le régime du Corée du Nord qui dit « mon bouton est plus grand que le tien ». C'est-à-dire à quel point on peut vraiment penser à la guerre. Pour moi, ce n'est pas imaginable. Bien. Merci. Merci. D'autres, encore 2-3 questions, et puis on passe la parole. Monsieur devant, ici. Quel serait l'appui de la Russie si l'agressivité américaine vers l'Iran augmente? Encore? Non, madame? Et puis après, on va repasser la parole à Clément. Oui, bonjour. Oui, pour faire suite au propos du monsieur, à propos du voile, j'ai lu dans la presse algérienne que l'abandon, enfin que le fait de ne pas porter le voile pour les femmes ne serait plus puni. Est-ce que ce sont des rumeurs? Est-ce qu'il y a une vérité, etc. Parce que, évidemment, ça ouvre des perspectives extraordinaires. Voilà, on passe la parole à Clément, sinon il va se perdre dans toutes ces questions, et puis on en reprend ensuite. Je vais commencer par la Russie, parce que c'est le sujet que je connais le mieux. Donc c'est vrai qu'il y a un débat sur la politique russe vis-à-vis de l'Iran. Donc il y a à la fois ce que j'ai dit, le soutien au régime autoritaire, donc un obstacle à la démocratisation de l'Iran. Ça, c'est depuis la révolution constitutionnaliste de 1906. Donc c'est vraiment un débat ancien, à part la parenthèse soviétique finalement. Parce que l'empire tsariste aussi avait un rôle dans la succession des Rajars, des rois, donc de la dynastie du 19e siècle. Donc historiquement, c'est vrai que les Anglais ou les sources britanniques vont présenter la Russie comme une puissance qui fait obstacle à la libéralisation de l'Iran. Alors, plus récemment, sur les menaces, donc ce qu'on appelle pudiquement l'option militaire, c'est ça que vous voulez dire. Donc dans les années 2000, à l'époque de Bush Junior, c'est vrai que la Russie s'est toujours opposée à cette utilisation pudique de l'expression option militaire et également aux sanctions unilatérales. Mais la Russie a voté au Conseil de sécurité contre l'Iran. Donc en Iran, ça a été perçu comme une trahison. Donc il est très clair que la Russie instrumentalise l'Iran dans sa relation avec les États-Unis. Donc là, c'est pour ça que dans ma thèse, j'ai montré que finalement, on est passé de la dépendance vis-à-vis des États-Unis à l'époque du Shah d'Iran à la dépendance sous la République islamique vis-à-vis de la Russie et la Chine, de plus en plus. Parce que une puissance moyenne comme l'Iran ne peut pas couper sa politique étrangère totalement de l'Occident. Donc c'est pour ça que Rouhani, c'est une adaptation finalement avec l'Europe. Mais on a vu qu'avec l'Europe, comme l'Europe n'est pas complètement indépendante des États-Unis, ça ne fonctionne pas complètement, cette stratégie des réformateurs. Donc il n'y a pas vraiment d'alternance en Iran sur cette question de la Russie. Et il y a une autre manière de le voir, c'est-à-dire que la Russie empêche finalement l'intervention militaire américaine parce qu'elle a livré les systèmes antimissiles S-300 à l'Iran. Donc elle a créé des conditions sur le terrain et coopération militaire, coopération dans le nucléaire avec l'Iran qui compliquent l'intervention. Donc ça, c'est plutôt, à mon sens, un aspect positif de la politique russe qui va repousser ou rendre plus compliquée l'option militaire qui, à mon avis, n'est vraiment pas souhaitable. Donc là, il faut avoir une vision équilibrée, quoi. À la fois, Poutine va rassurer l'Iran. Ils ne vont jamais critiquer, par exemple, quand il y a des manifestations, etc. Ils se sont opposés lors de la réunion du Conseil de sécurité de manière très frontale avec la diplomatie américaine, mais tout en ayant des relations, une flexibilité que l'Iran n'a pas. Donc il y a un avantage très important dans la relation bilatérale du côté russe, et ce que j'appelle la stratégie d'auto-isolement de l'Iran finalement. Parce que n'ayant pas de relation avec les États-Unis, et les Russes ayant des relations, ils peuvent jouer sur les deux tableaux. Donc la marge de manœuvre iranienne est très faible vis-à-vis de la Russie. Je ne veux pas te couper, mais pour compléter, on a eu le sentiment, en tout cas vu de Tel Aviv, que les Russes étaient assez mécontents du fait que les Iraniens ramassent la mise en Syrie, alors que c'est quand même les Russes qui ont fait le boulot, si j'ose dire.
c'est-à-dire ces vagues de bombardements qui ont permis de sauver le régime. C'est pas les passes d'Aran qui ont sauvé le régime, c'est plus les bombardements russes. Et il semble qu'il y ait une certaine tension là-dessus, c'est-à-dire sur on a l'impression que Moscou n'a pas ne voit pas d'un bon œil une présence trop forte de l'Iran en Syrie, considérant que c'est un peu une chasse gardée quoi, pour Moscou. Je pense qu'il y a des divergences, évidemment. La Russie est proche d'Israël. Donc, il y a eu un diplomate, selon Sputnik, donc là, c'est peut-être au niveau de la rumeur, il faut faire attention. La source est peut-être pas très fiable, mais le titre de l'article, c'était « En cas d'agression de l'Iran contre Israël, la Russie se battra avec Israël ». Donc, c'est très clair le message qui est envoyé à l'Iran. Mais en même temps, je pense que les Russes sont capables d'avoir des relations avec deux partenaires qui n'ont pas de bonnes relations entre eux. Ils ont une certaine forme de sophistication, de subtilité qui leur permet de parler à tout le monde dans la région et qui les rend incontournables aujourd'hui. Donc, cette capacité russe à parler à tous est plutôt une force. La question suivante, c'était sur Israël. Sur ces rumeurs de guerre, etc. On a déjà eu ça à l'époque d'Obama. Ce qui était rassurant, c'était qu'Obama ne souhaitait pas le recours à l'option militaire. Et ce qui est inquiétant aujourd'hui, et là je vais aller dans ton sens cette fois, c'est qu'on se demande si aujourd'hui Israël avait un projet de bombardement de l'Iran, si Trump empêcherait Israël. Donc c'est plutôt ça la question, parce qu'Israël n'attaquera jamais l'Iran sans autorisation américaine. Donc là, c'est vrai qu'il y a une évolution et qui rend ce débat d'actualité. Alors après, c'est plutôt des questions... Non, il y a encore une question sur l'étranger, donc le discours du régime sur est-ce que c'est les Saoudiens qui ont organisé les manifestations en Iran. Il y avait beaucoup de blagues sur les réseaux sociaux qui disaient « Nous ne savions pas que les Saoudiens avaient autant d'influence parmi nous ». Donc c'est vrai que c'est assez amusant de voir même cette rhétorique de l'étranger qui est parfois vraiment confine à l'absurdité, parce que effectivement, si on a des services de renseignement si efficaces, qu'on protège aussi bien le territoire, comment est-ce possible d'avoir une influence étrangère si immense dès qu'il y a un problème? Donc c'est vrai qu'il y a une contradiction dans le discours du régime qui rend le discours, disons, à mon avis, le problème est d'abord interne, local, évidemment. Mais il y a un débat, et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a une expression, en tout cas, dans la sphère médiatique, la sphère publique, sur ces questions, et que, comme vous l'avez bien souligné, le président reprend une partie de ce discours qui existe dans la population. Mais c'est un peu toujours la fonction des réformateurs, des réformistes, finalement. C'est un peu les opposants de l'intérieur, si vous voulez. Alors c'est vrai que dans le cas iranien, c'est complexe, parce que le guide aussi parfois joue ce rôle. C'est-à-dire que des opposants au guide disent souvent, on a l'impression que le guide est dans l'opposition depuis son arrivée au pouvoir en 1989, et qu'il n'est responsable de rien. Et donc là, il y a peut-être quelque chose qui est en train de changer avec la phrase que j'ai mentionnée tout à l'heure sur le fait qu'il acceptait la critique. Et je pense que ça, c'est une évolution, si elle se réalise, qui serait très importante pour régler le problème de la corruption, tout simplement, ou au moins la réduire, qui est une des causes du mécontentement. Mais oui, il faut écouter le peuple du président. La question, c'est pas tellement le discours du président, c'est la réalité de son pouvoir. C'est quel est le rôle d'un président en République islamique d'Iran. Officiellement, il est le deuxième personnage le plus important de l'État, mais lors du deuxième mandat, on sait qu'il est très affaibli. On avait vu Ratami II, par exemple, à la fin, il avait vraiment une marge de manœuvre très très limitée. Donc on peut être que pessimiste sur le pouvoir réel du président Rouhani. Voilà, le clan adverse, donc il y avait, ça c'était le troisième point de monsieur, le déclic semble en partie avoir été le budget. Et donc là, il faut quand même saluer l'effort de transparence du président Rouhani. Et donc les Iraniens se sont rendus compte que des fondations comme la fondation pour l'imam Khomeini ou l'Institut Imam Khomeini où j'ai été de Mesbah Yazdi à Rome touchaient des millions. Et le budget de l'Institut Imam Khomeini à Rome était même en augmentation par rapport à l'époque où moi j'y étais, où c'était son copain Ahmadinejad qui était président. Ça veut dire Rouhani donnait plus à Mesbah que Ahmadinejad. Donc là, je pense que compte tenu des difficultés de la vie quotidienne, le fait que des institutions religieuses
même si elles sont à vocation éducative pour former les élites de la République islamique. Ces budgets, je pense que ça a été un des éléments importants du mécontentement. Donc, il y a eu des éléments objectifs qui ont fait que une libération, même partielle, de la parole peut conduire, puisque le mécontentement est présent, à une étincelle et à une explosion du mécontentement dans l'espace public. Mais je pense que c'est surtout lié à une cause immédiate, quand même, c'est la dégradation des conditions de vie, tout simplement. Donc, et le sentiment d'injustice. C'est-à-dire qu'on ne croit pas dans l'avenir, on pense que le futur ne sera pas meilleur que le présent. Et donc là, si vous voulez, vous arrivez dans une impasse, finalement, où ces citoyens qui font 3 boulots pour survivre se disent, mais il faut un changement, parce que si le système reste tel qu'il est, il est fermé, en fait. Il ne permet pas l'ascenseur social des évolutions, pour une partie de la population. Après, il y a une partie aussi, à travers le système de concours à l'université, etc., il y a une forme d'évolution sociale. La société n'est pas figée non plus. Mais je pense que le sentiment d'injustice et l'accroissement des inégalités économiques, le fait qu'il y ait quand même 10 millions de pauvres en Iran, mais c'était quelque chose qui était présent dans le débat public avant les manifestations. Et il y avait aussi, donc, votre point sur est-ce que c'est le clan adverse. Rouhani et les réformateurs pointent surtout, le guide pointe Ahmadinejad, parce qu'il y avait, sur la corruption de la justice, des juges, etc., il y avait un discours d'Ahmadinejad, on aurait dit lui aussi qu'il n'avait jamais été aux affaires. Donc le problème en Iran, c'est que les opposants, ou ceux qui peuvent parler, sont eux-mêmes membres de l'élite politique dans l'espace public. L'exemple qu'on donnait à l'époque, c'était l'ayatollah Rafsanjani. C'était celui qui pouvait le plus critiquer le système, parce qu'il était un des révolutionnaires de la période de l'ayatollah Khomeini. Donc sa légitimité révolutionnaire était immense, et donc du coup sa capacité à critiquer le système était aussi très grande. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Ahmadinejad est lui-même responsable de la situation en partie, et donc ces critiques créent, si vous voulez, du mécontentement, ou vont accroître, ou vont faire une brèche dans le système de contrôle du discours public de la République islamique, mais en même temps, ils ne proposent pas d'alternative. Et c'est tout le problème des conservateurs en Iran, c'est que les gens ne croient plus à l'alternance réformateur-conservateur. Il y a une étude qui est sortie récemment de collègues Iran Social Survey, qui a été faite par Kevan Harris, un collègue qui est professeur aux États-Unis, qui montre que moins de 10% des Iraniens se revendiquent d'une faction réformatrice ou conservatrice. Donc je ne crois pas du tout, même si peut-être au début il y a eu une manipulation ou des manipulations pour affaiblir le président, je pense que le problème va bien au-delà de ce débat-là, parce que les gens justement manifestent parce qu'ils n'y croient plus à cette alternance à l'intérieur du système. Les classes moyennes. Alors, est-ce que les classes moyennes vont rejoindre les classes populaires? Je pense que oui, déjà en partie. Simplement, c'est sur la prise de risque. Est-ce qu'on va risquer de devenir comme la Syrie? Je pense que le mécontentement est généralisé. La question, c'est est-ce que vous préférez quand même une stabilité? Surtout quand on voit l'état des pays voisins, ça fait peur. Donc, il faut vraiment se mettre à la place des citoyens en Iran, qui sont à l'intérieur du pays. C'est pas simple. Donc les classes populaires, oui, parce que, comme je l'ai dit, ils sont dans une impasse, ils pensaient qu'ils avaient rien à perdre. Les femmes. Alors, cette libération des femmes, bon, déjà, il faut comprendre qu'avant la révolution, à Téhéran, il y avait des dizaines de milliers de femmes qui n'étaient pas voilées. Donc il ne faut pas croire du tout à la réécriture de l'histoire qui dit que de tout temps, si vous voulez, les Iraniens sont des musulmans condamnés, si vous voulez, à un mode de vie. Je pense qu'il y avait une certaine forme de diversité. Ça ne veut pas dire que la majorité des femmes n'étaient pas voilées à l'époque, mais il y avait déjà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. L'ancien régime ne faisait pas de cette question des femmes ou, disons, un élément de son identité. Même si Reza Shah a dévoilé les femmes dans les années 30. Donc il y a eu par le haut, donc une forme, on dit, une Atatürk à l'iranienne. Mais je pense que c'est une question complexe, parce que, et le voile n'est qu'un symbole, parce que la question c'est l'égalité homme-femme, et l'égalité des droits, pas que l'égalité des salaires. Donc, mais je pense que fondamentalement, par l'éducation, puisque la majorité des étudiants sont des femmes en Iran, une partie du combat a été gagnée déjà par les femmes iraniennes. Donc je serais plutôt optimiste sur cette question.
Et le problème, c'est que celles qui voudraient se dévoiler dans l'espace public vont s'exiler probablement. C'est-à-dire considérant que les conditions à l'intérieur du pays, à l'époque j'avais étudié la fuite des cerveaux d'Iran, et on s'apercevait que dans le cas de l'Iran, il y a un phénomène spécifique qui touche les femmes. Le pourcentage des femmes qui partent seules est très élevé. Et dans les causes de départ, il y a la condition des femmes qui est mise en avant, par exemple, par des étudiantes brillantes. Et ça, au-delà de la question des femmes, ça pose un problème, parce que c'est le taux d'emploi des femmes qui est en dessous de 15% en Iran. Donc là, si vous voulez, on cite toujours la statistique de 60% de femmes qui étudient, mais dans la population active qui travaille, et là, on voit qu'après le mariage, la situation change. Donc là, il y a une vraie question qui se pose, mais c'est une question interne à la société iranienne. Après, le problème, je pense, au-delà des femmes, c'est la fuite des cerveaux. C'est-à-dire que un État qui produit des élites de ce niveau-là, parce qu'il faut quand même reconnaître que le niveau des universités en Iran est excellent. Notamment, c'est un des plus hauts taux d'ingénieurs du monde, et même en histoire, etc. Dans de très nombreuses disciplines, il y a des travaux des collègues iraniens qui sont excellents. S'ils s'en vont à l'étranger pour travailler dans les universités américaines ou pour venir en France, l'investissement qui est fait dans leur éducation est perdu. Donc là aussi, il y a un débat. Mais le président Rouhani n'est pas du tout sur la ligne d'Ahmadinejad, qui lui était satisfait de voir on appelle ça une minorité occidentalisée, entre guillemets. Mais je pense que ce discours, pour répondre et terminer sur cette question, le discours du régime de dire comme en 2009, c'est une minorité de bourgeois occidentalisés qui a été repris par des collègues, est tombé, là, cette fois, avec les manifestations. Parce qu'on voit que c'est pas ça, c'est plus. Ne sais pas dit si le fait de se dévoiler était autorisé ou non. Ah non. Non, ça c'est un débat aussi. Alors ça c'est parce qu'il y a des citations, il y a des hommes politiques iraniens qui sont favorables à une liberté de se voiler ou se dévoiler. Il y a une campagne sur Internet pour la liberté de choix. Donc c'est pas forcément pour le dévoilement, mais il y a même des femmes qui sont voilées qui soutiennent la liberté de choix. Donc c'est plutôt ça le débat, c'est est-ce qu'on peut choisir ou pas. Maintenant, à mon avis, les collègues, en tout cas, qui sont spécialistes de ces questions, disent que c'est un peu prématuré, cette possibilité d'avoir une traduction dans la loi. Mais ce qui est sûr, c'est que les évolutions du pays sont beaucoup plus rapides que les évolutions juridiques. C'est-à-dire que la société est en avance sur le droit. Donc, mais là, très en avance. Il y a vraiment un décalage considérable et il commence à se voir. C'est ça le problème, parce que le fait que des femmes, là aussi encore, c'est politique. On ne peut pas dire que c'est pas politique. On prend un risque, on va en prison, on paye une amende, etc. Les conséquences sont immenses pour la carrière. Donc c'est des sacrifices, c'est des vies sacrifiées, ça, ces femmes que vous voyez. Donc c'est à traiter avec vraiment beaucoup d'attention. Mais il n'y a plus ce dont je me souviens personnellement, que j'ai vu là-bas, ces brigades de la vertu, enfin je ne sais plus comment ça s'appelait, qui réprimaient un comportement jugé indécent, etc. Ça n'existe plus. Ah, si, à mon avis, c'est pas complètement disparu. Non, non. Moi, quand j'y étais, en tout cas, ça existait. Et même les occidentales devaient se plier à la loi. Parce qu'il y a certains pays qui acceptent que des filles de l'étranger. Alors, il y a un débat maintenant, peut-être, dans certains espaces touristiques, les étrangères pourront, pour favoriser le tourisme. Parce qu'ils ont vu aussi que c'est un obstacle. Quand on veut devenir un géant touristique, il faut aussi prendre en compte la réalité du monde tel qu'il est. Donc, sinon, ils vont rester dans le créneau tourisme islamique, donc avec les Malaisiens, etc. Moi, quand j'étais, c'était plutôt ça. Aujourd'hui, il y a plus des Occidentaux qui reviennent, mais pour attirer ce segment, donc pour vendre l'Iran, si vous voulez, en Occident, et notamment en France, où c'est une question qui suscite, on l'a vu aujourd'hui encore, un intérêt certain. C'est clair qu'au moins pour les touristes ou pour, je pense que après, il y a ce débat aussi dans la région, puisque l'Arabie Saoudite avance sur toutes ces questions. Donc, est-ce que l'Iran va avancer voilà. D'autres, c'est magnifique l'Iran. Hein, il faut y aller, voile ou pas voile. Hein, c'est un pays absolument splendide. D'autres questions, oui. Ici, Madame derrière. Ça marche pas, non? Oui, allez-y, allez-y. Non? C'est bon, juste le micro. Oui, Bonjour. allez-y. Alors, juste une question par rapport aux investissements en ce moment en Iran, comme par exemple le contrat de Total. Est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous pensez de retombées économiques de ces contrats-là? Est-ce que c'est vraiment la population qui va en profiter ou pas? Merci. D'autres questions après, devant, ici?
Oui, je vous en prie. Oui, bonjour. Moi, je voudrais juste dire que j'ai du mal à voir autre chose que du cynisme et de l'opportunisme dans cette alliance d'Israël avec une Arabie saoudite où on enseigne l'antisémitisme et les protocoles des sages de Sion de la maternelle à l'université. Et surtout contre un Iran avec lequel Israël a des liens bien plus profonds et même personnels. Il n'y a pas très longtemps, le chef d'état-major de l'armée israélienne, Shaoul Mofaz, était né iranien. Ses parents, il est parti avec ses parents à la chute du Shah. Et la population israélienne, fondamentalement, n'a absolument pas le côté anti-israélien d'Ahmadinejad et des Pasdaran. En plus, je veux dire, Israël est une pièce maîtresse, même depuis la doctrine Ben Gurion, qui consistait à dire les Arabes nous encerclent, encerclons les Arabes. Donc, alliance avec la Turquie, alliance avec l'Iran, alliance avec l'Éthiopie de l'autre côté, avec l'Éthiopie, aussi bien sous le féodal Haïlé Sélassié que sous le soi-disant marxiste Mengistu. Et maintenant avec l'Érythrée, puisque l'Éthiopie n'a plus d'accès à la mer. Donc, je vois mal Israël allant détruire l'Iran pour faire plaisir à l'Arabie Saoudite. Donc, je ne pense pas que l'Israël ferait une chose pareille, quoi. Inch'Allah. Oui. Oui, merci. Je pense, monsieur, parle de l'irrationnel. Moi, du rationnel, je voudrais parler de l'irrationnel, qui est un point énorme. Notamment cette composante qu'on n'a pas évoquée aujourd'hui, idéologique. Il s'agit des évangélistes sionistes qui sont très, très bien placés autour de monsieur Trump et sur lesquels, d'ailleurs, M. Netanyahou s'appuie et qui poussent à la guerre, mais pour des raisons aussi rationnelles que leurs copains islamistes, pour faire venir le jour du jugement dernier. Ça paraît irrationnel, mais ça marche. Dans cet espace où l'irrationnel et le rationnel a une frontière ténue. Je ne sais pas pourquoi vous qualifiez ça d'irrationnel. C'est parfaitement rationnel. Vous allez réunir tous les Juifs en Terre Sainte de telle manière à ce que le Messie vienne. Et s'ils ne veulent pas se convertir, on les convertira de force. Tout ça, c'est parfaitement rationnel. Ben, c'est pas ma rationalité. Hein. La mienne non plus. Merci. On repasse à... Encore une question, non? Non? Clément? Alors, sur le triangle Israël, Iran, Arabie Saoudite, donc c'est là, oui, la doctrine de la périphérie de Begin, donc effectivement, mais bon, l'ayatollah Khomeini a fait quand même de la libération de la Palestine un devoir religieux, donc il partage ça avec les frères musulmans. Donc là, c'est pas tellement le nationalisme iranien qu'il faut prendre en considération. C'est pour ça que je distingue toujours, moi, la République islamique du nationalisme iranien. Parce qu'il y a l'idéologie, si vous voulez, du khoménisme qui fait quand même de la Palestine une question centrale. Et l'Iran a fondé sa politique régionale là-dessus. Donc, ce n'est pas Netanyahou ou les sionistes qui ont inventé, si vous voulez, si vous voulez, ce mainstream politique en Iran. On dit qu'en Iran, le mainstream, c'est être anti-sioniste. Ce qui est original, c'est de ne pas l'être. Là, on est à front renversé, par exemple. Sinon, sur le fait que l'Arabie Saoudite, l'opinion publique est plus anti-israélienne, c'est évident. C'est d'ailleurs la limite, le fait que l'Arabie Saoudite ne normalise pas les relations, à mon avis, c'est pas vendable à l'opinion publique arabe pour l'instant. Donc il faudra changer l'éducation. Donc ça, vous avez bien fait de mentionner le problème des curriculums, de qu'est-ce qu'on enseigne à l'école, etc. Je pense que c'est la question centrale. C'est par l'éducation qu'on arrivera à évoluer sur ces questions. Par exemple, au Bahreïn, c'est pas du tout la même chose dans les livres scolaires d'histoire, notamment sur les questions liées à Israël, à la présence juive au Moyen-Orient, qu'en Arabie Saoudite. Donc là, il y a des différences déjà qui existent. Maintenant, je pense que pour les citoyens du Golfe, la question d'Israël n'est pas vraiment centrale. C'est l'obsession iranienne qui l'emporte. Donc là aussi, on voit une fracture au sein du monde arabe entre les pays du Levant, la Syrie, le Liban, etc., ou pour qui, et la Jordanie, pour qui Israël reste, ou le conflit israélo-palestinien central, et les pays du Golfe pour lesquels ce conflit reste périphérique quand même. Sur Israël et l'Iran, oui, le nationalisme iranien n'est pas du tout anti-juif. Il y a toujours la période pré-islamique qui est évoquée, le fait que Cyrus a
contribué à sauver les Juifs, etc. Il y a le tombeau d'Esther, il y a beaucoup de choses qui sont positives dans la mémoire collective, mais il y a la question palestinienne quand même qui, dans les médias, à la télévision, dans les journaux, est là, et je ne pense pas que les Iraniens soient insensibles à la question palestinienne non plus. Mais est-ce que de là en faire la question centrale de toute la stratégie d'un pays, ça c'est autre chose. Je pense que ce qui est reproché dans la stratégie régionale à l'intérieur, le débat que j'évoquais à l'intérieur de l'Iran, c'est pas tellement, par exemple, le Shah d'Iran, par exemple, n'était pas contre le droit ou l'État palestinien. Il avait juste des relations informelles. Il n'avait jamais rétabli les relations diplomatiques avec Israël pour les mêmes raisons pour lesquelles l'Arabie Saoudite ne le fait pas aujourd'hui. Donc l'Iran est un pays musulman. Donc dans ce sens, il y a quand même certaines limites. Il y a des possibilités. On le voit avec la Turquie, par exemple, qui allie bien ces contradictions finalement entre l'islam politique et quand même d'avoir des relations avec Israël. Donc il y a le modèle turc qui existe au milieu intermédiaire. Mais je pense que effectivement, je suis assez de votre avis. Pour l'instant, même si on ne peut pas prévoir, ça rejoint ce que dit monsieur, hein, on ne peut pas prévoir une action israélo-américaine, c'est impossible. Mais je ne vois pas Israël attaquer l'Iran, même si Netanyahou l'a évoqué, donc il faut le prendre au sérieux. Est-ce que ce sont des gesticulations? Est-ce que ce discours a une forme de rationalité? Après, je pense que pour la question sur les évangéliques sionistes, là, c'est plutôt Dominique. Non, mais on en a parlé déjà assez souvent. Enfin, je veux bien reprendre, mais juste, si vous voulez, monsieur, sur Israël et l'Iran, juste un mot parce que il ne faut pas chercher une rationalité là où elle n'existe pas. C'est-à-dire, par exemple, on a tous une opinion extrêmement sévère sur l'antisémitisme d'Ahmadinejad et la manière dont les discours étaient tenus, les congrès négationnistes, c'est vrai, qui se tenaient à Téhéran. En même temps, moi j'ai un étudiant juif iranien d'origine qui est allé l'an dernier encore en Iran, et il me dit c'est la plus grande communauté juive du Moyen-Orient, à part Israël, et sauf dans des périodes d'extrême tension, il n'y a pas de problème particulier. C'est-à-dire qu'en tant que juif, on peut vivre à Téhéran d'une manière tout à fait normale. Donc je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Ça, c'est une réalité, et effectivement, Moffat peut en témoigner, puisque lui-même est originaire de l'Iran. Cela étant dit, ce dont il a été question tout à l'heure, il faut le dire très clairement, il y a eu la volonté, pas le discours, la volonté de Netanyahou, à l'été, si ma mémoire est bonne, 2015, de lancer des opérations de bombardement. Et c'est le chef d'état-major, comme ça a été dit, qui a répondu non, je n'obéirai pas à un ordre de ce type s'il n'y a pas eu une réunion du cabinet de sécurité, c'est-à-dire la partie du gouvernement qui est responsable de la sécurité du pays à plein. Et donc, il n'y a pas eu de bombardement. C'est-à-dire que les oppositions à des aventures militaires, elles viennent y compris de l'état-major lui-même. Donc, c'est un élément qu'il faut avoir en tête si ou quand on entend à nouveau des discours menaçants vis-à-vis de l'Iran. Il y avait une question sur les investissements. Tu n'y as pas répondu. Bien vu. Je m'en excuse. Alors, investissement en Iran, est-ce que la population va en profiter? Je pense qu'il y a plusieurs niveaux de réponse. Le premier niveau de réponse, c'est de dire à l'époque de l'embargo, sous l'administration Bush et au début d'Obama, parce qu'Obama est quand même le président américain qui a fait le plus de sanctions contre l'Iran, il n'y avait pas vraiment un contentement populaire d'avoir tout son commerce avec la Chine, par exemple. Donc, je pense qu'il y a une préférence de la population pour avoir du commerce de manière normale avec les pays européens, même avec les États-Unis. Je pense que si on fait un sondage en Iran pour savoir est-ce que vous souhaitez le rétablissement des relations commerciales avec les entreprises américaines, je pense que la population y sera favorable. Par contre, est-ce que dans une économie rentière comme celle de la République islamique, où ceux qui participent à la vie économique du pays, à 80%, c'est la sphère publique, est-ce que le contrat de Total va bénéficier à la population? Je dirais peut-être oui, mais dans un deuxième temps. C'est-à-dire qu'il va d'abord bénéficier aux institutions, donc du guide en premier,
et ensuite des organisations ou des entreprises para-étatiques, semi-étatiques, etc. Et à la fin, bien sûr, il y aura peut-être des retombées, mais le pétrole ne crée que très peu d'emplois. Donc il y a vraiment c'est la malédiction du pétrole, hein, la maladie Dutch disease, on dit en anglais. Donc c'est ça la maladie hollandaise. Et donc il y a vraiment ce problème structurel de l'Iran. Donc ce qui crée plus des emplois, ce serait le secteur automobile. Donc le fait que Peugeot, Renault soient revenus, là oui, en termes de création d'emplois, il y a un effet. Mais le chômage a augmenté. C'était une des causes d'ailleurs des manifestations. Donc, dans tous les cas, les investissements qui étaient attendus par le président Rouhani pour réussir son problème économique étaient de l'ordre de 50 milliards de dollars. La réalité par an. Et la réalité, c'était 3 milliards. Au maximum 4, 5 pour les plus optimistes. On dit 3, je pense qu'à mon avis, c'est plutôt 3 que 5. Mais on peut prendre une fourchette, parce que dans le cas de l'Iran, c'est toujours préférable. Entre 3 et 5 milliards par an par rapport aux 5 ans, au moins de 10% de l'objectif. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a ce problème des banques iraniennes. Là, cette semaine, il y a le GAFI, le groupe d'action financière donc international, qui va se réunir et qui va statuer sur le cas de l'Iran. Donc, on va savoir si l'Iran est remis sur la liste noire des pays avec lesquels on ne peut pas avoir de relations financières ou pas. Donc, c'est lié à ce que les Américains appellent, entre guillemets, le financement du terrorisme, donc le Hezbollah, le Hamas, etc. Donc tous ces groupes régionaux. Et donc, ça revient au débat. C'est pour ça que les manifestants, souvent, sont des meilleurs analystes. Hein. Moi, je le dis souvent. Hein. Les citoyens iraniens qui souffrent, qui sont victimes de cette politique, sont plus au fait de ce qu'il faut faire. Et c'est pour ça qu'ils demandent ne vous occupez plus de Gaza, ne vous occupez plus de l'étranger, occupez-vous de nous. Et donc, c'est ça qui est demandé. Et un autre point peut-être, parce que j'ai pas eu le temps de l'évoquer dans les manifestations, sur les investissements, aussi il y a la nostalgie par rapport à l'époque de l'Ancien Régime, à l'époque Pahlavi. Ça, c'est apparu dans les manifestations, notamment dans les villes religieuses de Qom et de Mashhad, dans les slogans. Et ça, c'est inquiétant parce que il y a cette nostalgie de l'époque Pahlavi, oui, l'Ancien Régime. Et ça ne veut pas dire que c'est justifié ou que c'était parfait avant. C'est simplement que la situation économique s'est détériorée globalement, et notamment cette question des investissements étrangers n'a pas été réglée. Et donc, alors c'est aussi lié aux télés en langue persane qui émettent depuis les États-Unis au Dubaï, et donc qui diffusent des reportages sur l'Iran des années 60, 70, etc. Et donc qui entretiennent, si vous voulez. Mais les personnes qui étaient plus âgées, dans les manifestations, il y avait le slogan « J'ai fait la révolution, je me suis trompé ». Et ça, c'est quelque chose qu'on entendait déjà à Téhéran il y a 10 ans, hein, dans les taxis, les personnes âgées. Donc c'est vrai que là, il y a quand même un défi qui est considérable, mais il est double. C'est-à-dire qu'il faut à la fois attirer les investissements étrangers, occidentaux, dont l'économie a besoin, mais en même temps ne pas reproduire ce qui a été fait sous l'Ancien Régime. Et donc, parce que sinon, pourquoi la révolution ? Comment justifier le fait d'avoir fait la révolution si c'est pour de nouveau signer des traités qui étaient perçus comme inégaux, etc. Et donc là, il y a l'adaptation à la réalité économique, parce que le concept d'économie islamique, donc il y a un concept qui est très flou, n'a pas permis donc l'établissement de la justice sociale en Iran. Et c'est ça la clé, c'est ce sentiment d'injustice. Et ça, s'il n'est pas réglé, il n'y aura pas disons, le mécontentement va durer. Il y a une question qui n'a pas été posée, qui n'a pas été traitée pour l'instant. C'est la question des relations entre la France et l'Iran. Je rappelle que Villepin, en son temps, avait joué un rôle très positif dans la première série de tentatives de négociation sur le nucléaire iranien. Fabius, au contraire, freinait des 4 fers pendant la négociation de l'actuel traité. Quand je dis 4 fers, c'est même des 8 fers, parce que c'était vraiment une attitude très rigide. Quid de Macron ? La seule chose qu'on sait de sa politique iranienne, c'est qu'il veut aller à Téhéran. Mais à part ça, ou plutôt, qu'est-ce qu'il veut y faire à Téhéran ? Quelle est la manière dont la France veut prendre sa place dans le développement de l'Iran d'aujourd'hui, quoi, au fond. Oui, tout à l'heure, j'ai parlé de comment les réformateurs percevaient ou les modérés en Iran la relation avec les pays européens et les limites de leur stratégie. Du côté français, je pense que depuis la guerre Iran-Irak,
et le soutien de la France au régime de Saddam Hussein, je pense que dans l'État français, dans l'administration française, il y a un tabou iranien. C'est-à-dire que c'est un sujet qui n'est pas possible d'aborder de manière... on parlait de rationalité tout à l'heure. Là, je pense qu'il y a un phénomène qui se passe dans l'administration sur cette question iranienne. Alors, il y a plusieurs raisons. C'est-à-dire qu'il y a la question d'Israël, la question du programme nucléaire iranien, des alliances régionales avec l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis qui perçoivent aussi l'Iran comme une menace. Je pense que finalement, les perspectives du marché iranien, donc Macron vient de Bercy, donc il est plutôt sensible à la géoéconomie, et le fait que l'Iran soit un marché d'avenir, c'est dans l'équation. Ça l'était déjà à la fin de Hollande, mais avec Macron, ça l'est plus. Donc là, il y a une évolution qui est plutôt positive, je pense, qu'il faut saluer, sur le fait que l'Iran n'est plus perçu exclusivement comme, entre guillemets, une menace nucléaire et balistique. Mais à l'intérieur de l'État, par exemple au ministère de la Défense, je doute que l'analyse ait évolué. Le problème, c'est le décalage, si vous voulez, entre la technocratie, la superstructure de l'État français, l'administration, et le président. Donc le président, il a fait des déclarations qui sont intéressantes. Il a dit qu'il faut tourner la page du néoconservatisme à la française. Mais après, il fait des déclarations sur l'Iran qui correspondent quand même à cette ligne-là. Donc sur la question balistique, sur l'équilibre entre les relations économiques, les dossiers régionaux, le balistique et le nucléaire. Et donc il y a toujours cette difficulté de changer une politique étrangère, tout simplement. Et il ne faut pas sous-estimer aussi que le fait que le président est en phase d'apprentissage vis-à-vis du Moyen-Orient, et que le fait est que M. Le Drian devait se rendre en Iran au moment où il y a eu des manifestations. Donc la visite a été reportée, elle devrait avoir lieu. Mais si M. Le Drian va en Iran pour négocier sur des sujets qui ne sont pas négociables du point de vue de la République islamique, comme les capacités de défense du pays, ce sera très difficile d'avancer, parce que après, ce sont des arguments d'autorité. Quand on discute dans la région des capacités militaires, je pense que c'est un sujet de souveraineté nationale. Et la France, en fait, a une difficulté, c'est-à-dire est-ce qu'elle doit suivre les positions de ses alliés arabes, la position d'Israël, ou essayer d'avoir une position d'équilibre? Donc l'idée du président Macron, c'est d'avoir une position d'équilibre. Après, est-ce que c'est faisable? Ça, c'est une autre question. On sait aussi que ce pouvoir est quand même très, très, très proche du patronat, du grand patronat en France. Et donc, peut-être qu'il faudrait aller regarder du côté du patronat. Moi, j'ai l'impression tout le monde est dans les starting blocks pour aller en Iran. Il y a un désir d'Iran très fort, en tout cas dans un certain nombre de grandes entreprises. Est-ce que ça peut pas jouer sur un pouvoir qui, par définition, est très proche du patronat? Et ça aurait pu jouer si on avait un président démocrate aux États-Unis. Le problème, c'est que dans le droit du business, dans les affaires, c'est les Américains, le marché américain qui domine. Et donc ces grandes entreprises que tu mentionnes, Orange, à ma connaissance, a suspendu ses projets d'investissement, Bouygues également. Le contrat de Total avance toujours, mais il est quand même mis en difficulté, en tout cas par la décision de Trump. Les financements de la Banque publique d'investissement, la décision, l'annonce, si vous voulez, d'un financement d'une ligne de crédit pour l'Iran d'un peu plus de demi-milliard sera annoncée après la deadline de Trump qui est le 12 mai. Donc on voit la subtilité de la décision. Donc est-ce que le facteur américain va pas être décisif? Donc c'est au-delà de Macron, de l'Union européenne, parce qu'il y a ce débat sur faire une législation, en fait, ce qu'espèrent les Iraniens, pour bloquer, si vous voulez, l'extraterritorialité des sanctions américaines. Mais même si on fait ça, le scénario, disons, le plus optimiste, il n'en reste pas moins qu'une entreprise qui sera présentée aux États-Unis et en Iran aura à choisir. Donc cette législation européenne ne pourra protéger que les entreprises qui ne sont pas présentes sur le marché américain. Donc, par exemple, pour l'automobile, ça marcherait pour Peugeot, mais pas pour Renault. Donc il y aura quand même une difficulté à surmonter. Après, M. Pouyanné, le président, le directeur Total, a quand même parlé avec Trump pour essayer de le faire changer d'avis. Donc ces grands groupes ne vont même plus voir Macron, hein. Ils vont voir le président des États-Unis. Donc c'est encore pire que ce que tu dis, la situation.
Non, mais c'est quand même des questions en débat. On n'est pas dans un monde où tout est figé. Parce qu'aussi, on sait, alors là, c'est plus de l'économie, mais de la politique, qu'un certain nombre de dirigeants européens sont très, très, très fatigués de Trump, y compris des amis naturels des États-Unis, comme l'Allemagne fédérale ou comme la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni. Il y a un contentieux qui s'accumule avec Trump. Donc, tout ça, ça fait un tout. Il y a l'économie, il y a la politique, il y a la diplomatie. On peut imaginer que les lignes bougent, quoi. Mais il y a aussi le fait que les entreprises sont très sensibles au fait aux tensions régionales. Par exemple, une entreprise qui est présente en Arabie Saoudite ou dans les Émirats s'inquiète, si vous voulez, de l'accroissement des tensions entre les deux rives du Golfe Persique. Donc il y a aussi ce facteur-là. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'effet. Donc de nombreuses entreprises ont toujours leur bureau au Iran, à Dubaï, etc. Donc pour l'instant, du point de vue du business, je pense qu'à part pour les grands projets que j'ai mentionnés, les possibilités sont toujours là. Après, on vit toujours quand même dans l'attente d'une date limite du président américain. C'est-à-dire que depuis l'élection de Trump, il y a quand même une incertitude qui s'est accrue et qui s'ajoute aux problèmes structurels en Iran. Donc, on a parlé tout à l'heure de la corruption, donc, qui touche la population, mais les entreprises aussi qui veulent investir sont aussi sensibles à cette question. Il y a aussi la question du rôle des gardiens de la révolution dans l'économie iranienne. Donc ça, c'est une question majeure parce que même en l'état actuel du droit, une entreprise occidentale ou européenne ne va pas travailler avec une entreprise des gardiens de la révolution. C'est un red flag, un drapeau rouge. Donc il y a aussi cette question. Le guide a dit, le président ont dit, ils l'ont déjà dit de nombreuses fois, parce que l'ayatollah Khomeini l'avait dit, que les militaires ne devaient pas participer à la vie économique ou à la vie politique du pays, mais le fait est qu'ils le font. Donc cet interventionnisme des gardiens de la révolution sur le marché iranien pose aussi un problème aux entreprises qui veulent travailler en Iran. Et ça, c'est pas Trump. Donc il y a aussi des problèmes locaux qui sont importants et les entreprises n'en avaient pas forcément conscience au début quand elles ont commencé leur projet d'investir en Iran. Donc il y a aussi, est-ce que l'Iran sera capable, comme je l'ai dit par rapport au tourisme tout à l'heure, d'adapter son marché et le cadre juridique dans lequel les investissements se font. Total a signé le premier contrat pétrolier de type IPC qui remplace le contrat précédent buyback. Donc il y a des évolutions positives. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le système auto-bloquant. Le fait est que si des entreprises occidentales vont investir en Iran, ça va bouleverser l'équilibre des forces entre les groupes qui ont des intérêts économiques localement. Donc il va y avoir une redistribution des cartes et souvent les acteurs politiques préfèrent le statu quo dans ce domaine. Donc, si je comprends bien, c'est beaucoup plus simple de vendre des armes à l'Arabie Saoudite qui va les utiliser contre le Yémen. Et tout ça ne met pas du tout en cause l'ordre régional, la stabilité régionale. Le problème du Golfe, c'est, si vous voulez, la contradiction entre la prospérité, donc le fait que, par exemple, l'Arabie Saoudite est la 18e économie mondiale, fait partie du G20, et le sentiment d'insécurité de ces pays. Et c'est vrai que les acteurs occidentaux qui sont alliés de ces pays vont développer leur coopération militaire dans la zone. Mais après, il y a une forme de conditionnalité quand même qui existe. Après, est-ce qu'elle est respectée? Ça, c'est une autre question. Mais c'est clair que l'État français, du côté régalien, est beaucoup plus proche de l'Arabie Saoudite, je l'ai dit, que l'Iran, et ça date de la guerre Iran-Irak. Donc ces liens entre disons, même si c'est un terme qui est très controversé en France, le complexe militaro-industriel pour aller vite, et ces pays-là est très important. Mais ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, une décision politique ne peut pas changer ça. Je pense que c'est pas l'Union soviétique non plus. Donc le président français peut décider ou non de vendre ou pas des armes à un pays ou à un autre. Maintenant, la question qui se pose pour ces pays-là, c'est se diversifier. Parce que, et c'est ça qui est intéressant dans la région, c'est que tous ces pays ont les mêmes défis. Donc on a parlé de l'environnement, mais c'est une question, le réchauffement climatique, qui touche tous les pays de la région. Donc pas que l'Iran. L'Irak aussi, on a des records de température en été. Et la transition à une économie d'après-pétrole. Et donc là, dans l'après-pétrole, il y aura sûrement moins de ventes d'armes, parce qu'il y aura moins de pétrodollars pour acheter ces armes. Donc on peut espérer que la fin du pétrole qui est annoncée, paradoxalement, soit une bonne nouvelle
finissons sur une note optimiste sur ce dossier-là. Merci beaucoup. Il faut rappeler pour tout le monde que les ventes d'armes françaises ont été triplées par Monsieur Le Drian. Donc voilà, mission accomplie. Merci à tous. Merci à Clément.